Cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Bonjour à tous, nous sommes ensemble durant ces 2 heures sur Sud Radio. Bruno Clavier est mon invité aujourd'hui. Durant ces 2 heures, nous allons essayer de mieux comprendre pourquoi il est si important de lutter contre l'inceste et toutes sortes d'abus sexuels. Alors, Bruno Clavier est sans doute le mieux placé pour nous aider à avancer ensemble, étant lui-même une ancienne victime. Je dis bien une ancienne victime parce que c'est également ce que nous allons voir. On peut sortir de ce statut de victime et devenir un peu plus libre de sa vie. J'ai toujours pensé que pour avancer dans ce qui me tient si à cœur, c'est-à-dire la liberté sexuelle pour chacun, il faut absolument protéger nos enfants, mais également les éduquer dès leur plus jeune âge. Parce que à partir du moment où ils sont éduqués, si je puis dire, eh bien, si l'un ou l'une d'entre eux croise un prédateur, il sera plus à même de se défendre, ou au moins de savoir qu'il n'est pas responsable de ce qui se passe. Et on sait à quel point la culpabilité de la victime est un grand handicap pour sa guérison. Tout ça, évidemment, Bruno Clavier va nous en parler dans un instant, mais si vous avez envie de témoigner, si vous avez des questions à poser, eh bien vous nous appelez au 0826 300 300. Bonjour Bruno Clavier. Bonjour. Merci d'être avec nous durant ces 2 heures. Vous avez écrit de nombreux livres, notamment un qui moi me tient à cœur parce que je crois que c'est vraiment important de comprendre pourquoi il y a tant j'allais dire de mauvais psy, mais c'est pas vraiment ce que je veux dire, mais pourquoi tant de gens ne tiennent pas suffisamment compte de ce fléau pour l'humanité qui est l'inceste. Et ce livre s'appelait « Ils ne savent pas pourquoi la psy a négligé les violences sexuelles ». C'était aux éditions Payot. Donc, on en a déjà parlé plusieurs fois hors antenne, tous les deux. Éduquer les très jeunes enfants, oui. Ça paraît être une piste qui pourrait faire avancer les choses. Double piste. Éduquer les jeunes enfants, d'une part, pour pas être victimes, mais éduquer les jeunes enfants pour pas être prédateurs non plus. Parce que tout est une question d'éducation, à mon sens, quoi. C'est-à-dire si on et là il faut alors il y a des polémiques là-dessus, mais je pense que vraiment quand il y aura une éducation correcte sur le sujet à la maternelle, qui parle de l'inceste, qui ose parler de l'inceste, eh bien à ce moment-là, je pense qu'on va limiter les choses. On va limiter les dégâts les dégâts dans les deux sens, je dis, c'est-à-dire aussi surtout les petits garçons, il va falloir qu'on explique bien aux petits garçons ce qu'on fait et ce qu'on ne fait pas, parce que ça n'a pas l'air d'être compris par tous. Et que sa pulsion, elle n'est pas forcément nécessaire de la satisfaire. C'est ça. Et c'est une question d'éducation. Un être humain, c'est toujours une éducation. Ça s'éduque pas tout seul. Ouais. Alors, ce qui est vraiment intéressant, là, on parle tous les deux, mais je suis sûre que ça va intéresser ceux qui nous écoutent. Moi, j'ai évidemment été peut-être plus libre sexuellement que la majorité des femmes, et en même temps très vite je me suis dit, si on avançait sur l'éducation des très jeunes enfants, plus de personnes arriveraient à être libres sexuellement. Ça, c'était ce que je pensais il y a 25 ans, avant même d'être à l'antenne tous les jours depuis 23 ans. Et quand on en a parlé tous les deux et que vous avez évoqué ça aussi, éduqué à la maternelle, je me suis dit, mais en effet, finalement, il n'y a que les personnes qui ont avancé sur la question de la sexualité qui peuvent comprendre à quel point les abus sexuels sont des vrais handicaps pour une société entière, parce que ça crée des tels traumatismes, ça crée des problèmes de santé, des problèmes de la capacité à vivre avec les autres. Oui, tout ça, c'est-à-dire que au-delà, c'est assez colossal, l'ampleur des violences sexuelles, mais quelque part, c'est l'éducation, et donc je parlais de l'éducation des garçons, c'est surtout l'éducation au respect de l'autre dans tous ses aspects, c'est-à-dire, c'est justement que ça se passe vers 3-4 ans, où on dit tu ne toucheras pas le corps de l'autre, c'est-à-dire, et sans son consentement. C'est peut-être question du consentement, ça commence là, le consentement, c'est-à-dire on ne tape pas un autre, et en même temps, on ne le touche pas sexuellement. C'est tout ça qu'il va falloir apprendre aux enfants, que ça soit très clair. Mais comme on n'ose pas en parler, alors avec les enfants, ce qui n'est pas dit reste toujours un peu incertain. Pourquoi on n'ose pas en parler ? Pourquoi les parents ne veulent pas que quelqu'un d'autre qu'eux éduque leurs enfants à la sexualité, par exemple ? C'est toute une chaîne, c'est vraiment toute une chaîne qui commence par le déni de l'inceste et le déni des violences sexuelles. Alors quand toute une société a dénié, parce qu'il faut être très clair, c'est toute la société qui a pratiquer le déni, eh bien, les mentalités, il faut qu'elles avancent, elles sont pas encore là. Et puis, il faut aussi que
qu'on se rende compte que dans beaucoup de familles, il y a de l'inceste, qu'il soit connu ou pas connu. Il y en a énormément. Quand on regarde les chiffres, ce qui est très drôle, c'est qu'il y a des chiffres et puis de l'autre côté, on réfléchit pas sur les chiffres. Mais quand vous avez des chiffres et le rapport de la Civis qui vient de sortir... 160 000 par an. Oui, crois. Si vous avez 160 000 enfants, ils sont dans quelle famille? C'est dans des familles. Puis ça, c'est ce qu'on connaît. Puis il y a ceux qu'on connaît pas parce que il y a l'amnésie, il y a des choses comme ça. Et donc, ça veut dire que beaucoup de familles sont touchées. Donc, du coup, on ne veut pas entendre parler de ce qui pourrait nous être désagréable. Est-ce qu'on a de l'inceste dans notre famille? Aïe. C'est un gros problème. Et vous qui êtes psychanalyste, le déni, ça protège en effet de ce qu'on ne veut pas voir, de ce qui ferait mal. C'est une des armes principales et ça sert. Heureusement qu'on a le déni. Mais le problème de tout ça, c'est que ce sont des outils pour pouvoir vivre. Mais le déni peut être terrible, surtout dans le domaine des violences sexuelles, ou de l'inceste, puisque sans le déni, il n'y a pas grand-chose qui marcherait. Alors, je parlais aussi de cette culpabilité souvent qui envahit les victimes et qui les empêche de s'en sortir. Qu'est-ce que vous avez envie d'en dire, ça, c'est vraiment très important parce que cette culpabilité, elle est héritée d'abord du statut de l'enfant, puisque un enfant se croit responsable de tout. On le voit, quand vous avez un divorce, les enfants croient toujours que c'est leur faute. Bon. Eh bien, quand un enfant est abusé sexuellement, il va immédiatement penser que c'est de sa faute. Il ne peut pas penser que c'est la faute de l'autre. Donc déjà, d'office, il est coupable. Et puis, quand il est très petit, il y a ce qu'on appelle l'identification à l'agresseur, surtout quand c'est quelqu'un qu'on aime, de la famille, un père, un oncle, un grand-père, un grand frère, enfin tout ce qui a été dit dans le rapport de la Civis. Eh bien, l'enfant s'identifie à l'autre, je dirais même que l'autre vient même en lui-même. Du coup, il est même coupable à la place de l'autre. Il est coupable en lui-même, il est coupable pour l'autre. Et c'est toute la vie. C'est pour ça que vous travaillez dessus, parce que c'est très fort, cette culpabilité. Elle va que toute personne abusée se sent coupable. Alors vraiment tout particulièrement aujourd'hui, on va parler vrai sur Sud Radio avec vous, Bruno Clavier. Vous êtes psychanalyste, vous travaillez aussi beaucoup sur les personnes qui ont été donc abusées sexuellement jeunes. Pourquoi tant d'enfants n'osent pas en parler peut-être à leur mère déjà ou à quelqu'un Parce que ça fait partie du monde de l'enfance. Les enfants ont quelque chose, et c'est pas du tout péjoratif, parce que j'aime beaucoup les animaux, je crois que vous aussi. Ils sont comme les animaux, c'est-à-dire qu'ils sont dans le ressenti. Donc beaucoup d'enfants ne parlent pas parce qu'ils pensent qu'on devine. C'est-à-dire que l'intellect n'est pas encore suffisamment maturé, si je puis dire, donc on reste au niveau du cerveau limbique et reptilien. Il n'y a pas que ça, il y a le fait aussi qu'ils ont toujours été habitués à ce qu'on pressente tout de leurs besoins. Donc ça veut dire que les enfants se disent, et ça se voit beaucoup dans les rêves d'adultes, après on voit qu'ils ont toujours pensé que leurs parents, par exemple, quand ils étaient abusés à l'extérieur, que leurs parents allaient deviner. Et eux, à leur façon, ils allaient le dire, mais à leur façon. Et donc, leur façon est toujours indirecte et toujours compliquée. Et c'est ça qu'il faut apprendre à décrypter. Il y a quelques enfants qui vont dire directement ce qui leur est arrivé, mais beaucoup, soit ils ne diront rien, soit ils vont dire déguisé sous une autre forme, et il faut apprendre à la reconnaître. À décoder. Oui. À décoder. C'est moi, de ce que j'ai vu, c'était rarement direct. C'est-à-dire que c'est plutôt quand vous avez un enfant qui commence à dire plus rien, c'est plutôt là qu'il faut commencer à s'inquiéter. Pourquoi il parle plus? Oui, c'est un changement de comportement. Voilà, c'est un changement de comportement, c'est une certaine lassitude, tristesse, mutisme ou énervement ou un truc très étrange. Et ils diront parce que avec la culpabilité vous avez la honte, et parce qu'ils pensent que c'est honteux, puis parce que pour plein de raisons, parce qu'ils veulent peut-être couvrir, quand c'est le cas de l'inceste, parce qu'ils veulent couvrir la personne de la famille, que c'est impensable pour eux. En plus, c'est très compliqué. C'est très, très complexe. Bien sûr. Cela dit, on l'a vu aussi avec le harcèlement, ce sujet qu'on a abordé il y a quelques temps. C'est pareil, beaucoup d'enfants se renferment plutôt que de parler. Plutôt que de parler. Et puis parce qu'avec, vous avez la peur, et vous avez parfois même des menaces directement des prédateurs, des choses comme ça. Tout ça va faire beaucoup de silence. Eh bien, le silence, on le lève, nous, sur Sud Radio, sur ce sujet difficile qu'est l'inceste. Vous pouvez nous appeler au 0826 300 300. Il y a une autre bonne raison de nous appeler, c'est que c'est notre grand jeu de Noël, avec ce grand sapin de Noël Sud Radio, qui est très beau d'ailleurs, notre sapin. Vous l'avez vu à l'entrée, Bruno Clavier, c'est un très beau sapin. Hein. Oui, j'ai remarqué, j'ai pas pris le mien encore. Eh oui, voilà. Bon, en tout cas, c'est le moment qu'on choisit pour vous offrir des cadeaux de Noël en direct sur Sud Radio.
cadeaux et vous pouvez vous gagner aujourd'hui, qui écoutez cette émission, votre coffret sérum beauté, les duos de Garantia. Donc pour être encore plus beau, encore plus belle, si vous avez envie, eh bien vous nous appelez dès maintenant au 0826 300 300 et c'est le 11e appel qui gagnera ce coffret sérum beauté. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Cette année, Jouet Club vous offre le plus majeur. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Bruno Clavier est avec nous. Nous évoquons aujourd'hui les abus durant l'enfance, mais avant d'accueillir Delphine qui va témoigner, je vais d'abord donner mon cadeau de Noël à Laure, qui est notre gagnante du jour. Bonjour Laure. Bonjour. Bonjour. Très gentil. Écoutez, on est ravis. En tout cas, on est ravis de vous offrir votre coffret. Donc, c'est duo de chez Garantia. Donc, vous allez découvrir dans ce coffret 2 sérums visage pour vous accompagner dans vos rituels de beauté. Voilà. Alors, c'est pour vous ou pour quelqu'un de votre choix, mais à mon avis, c'est vous qui allez en profiter, Laure. Hein. Oui, je pense que je vais en profiter. Voilà. Et bien, comme ça, vous serez magnifique pour ce Noël qui approche. Voilà. D'accord, merci beaucoup. Je vous en prie. Alors, bonne émission, absolument. Bonne émission, merci. Avec Bruno Clavier, ça sera tout à fait bien. Et puis je précise à tous ceux qui nous écoutent que ce grand sapin de Noël sur Sud Radio, ça continue jusqu'au 25 décembre. Donc restez connectés sur Sud Radio. À tout moment, vous pourriez peut-être gagner aussi, vous, votre cadeau de Noël. Et vous pouvez également doubler vos chances en vous connectant sur nos réseaux sociaux et sur sudradio.fr. Alors Bruno Clavier, on va rentrer dans le vif du sujet, si je puis dire, avec Delphine qui nous rejoint. Bonjour Delphine. Bonjour Delphine. Alors moi, je souhaitais pouvoir intervenir dans votre émission parce que j'ai un parcours d'anciennes victimes, oui. Voilà, comme dirait Bruno, et ce parcours d'anciennes victimes. Alors j'ai été en fait, pour juste donner le contexte, abusée par mon oncle de mes 12 ans jusqu'à mes 16 ans. Et c'est mon médecin traitant généraliste qui a fait un signalement au procureur et qui a permis de libérer la parole et d'enclencher la machine juridique et puis ensuite une première étape de soins. Mmh. Alors, c'était votre oncle du côté paternel, j'imagine? Oui, du côté paternel, exactement. Le mari de la sœur de mon père. Donc on n'avait pas de lien de sang directement, c'était l'époux de cette dame. Alors justement, Bruno Clavier, j'ai lu une grande enquête récemment et qui signalait que c'était plus souvent des beaux-pères ou en tout cas des hommes du côté paternel qui abusaient que du côté maternel. Est-ce que vous confirmez ça ou pas? Pas tout à fait. Dans ce que j'observe, c'est non, mais je vois tellement d'abus du côté maternel. D'accord. Voilà, je sais pas, c'est pas ce que j'observe. En tout cas, Delphine, je suppose que le médecin, votre médecin traitant, qui est, on peut le dire, un très bon médecin, parce que lui a vu qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas bien chez vous, je suppose. Oui, c'est ça. En fait, j'ai été conduite par mes parents parce que ils se sont. En fait, le déclencheur, ça a été la chute des notes à l'école. Moi, qui avais toujours été une très bonne élève, mes notes ont dégringolé de 10 points en quelques mois parce qu'en fait, j'en pouvais plus. De tout ce qui, ça faisait 4 ans que ça durait, mais j'arrivais plus à encaisser. Et j'arrivais pas non plus à parler, paradoxalement, mais voilà. Et en fait, j'ai envie de dire, le mal-être, il s'est exprimé comme ça. Donc maman, un peu démunie face à la situation, m'a conduite chez le médecin. Et puis là, la question a été alors il m'a posé toute une batterie de questions, et la question qui a été déclencheuse, ça a été de me demander si je pensais à la mort. Et là, j'ai répondu oui. Et puis la question qui a suivi, ça a été de me dire pourquoi. Et puis là, il a fallu du temps, bien sûr, mais les choses sont venues petit à petit, et il a pris sa responsabilité de médecin et informé mes parents, enclenché un signalement auprès du procureur de la République, et puis après les choses ont été lancées, si je puis m'exprimer ainsi. Ce qui est fort quand on entend Delphine qui répond à son médecin, est-ce que tu penses à la mort? Elle répond oui, et ça c'est un signe qui est tout à fait. Tous les abus sexuels sont il y a toujours l'angoisse de mort, ce que j'appelle l'angoisse de mort qui est là, et la mort est omniprésente, d'ailleurs autant chez les prédateurs que chez
que chez les victimes. Et là, vous avez vraiment eu de la chance de tomber sur un médecin formidable. Ah mais oui, vraiment. Et alors, qui a été très... à l'écoute. Ah oui, vraiment. À l'écoute et responsable, mais qui me connaissait alors depuis que j'avais 6 ans. Donc voilà, il y avait quand même un background derrière. Mais malgré tout, je trouve qu'en termes d'action, enfin, si je puis dire ainsi, j'ai pas de meilleur terme pour le dire aujourd'hui, très simplement, ce médecin m'a sauvé la vie. Oui, il m'a sauvé la vie, véritablement. Parce qu'après, il y a eu d'autres étapes dans le parcours thérapeutique, mais ça a été la première, on n'oublie jamais. En fait, la parole est quelque chose, le fait de pouvoir libérer la parole, parce que comme vous le disiez tout à l'heure très justement, il y a quand même toute cette culpabilité. D'abord, il y a l'influence de l'ascendant, c'est-à-dire que parce que c'est quelqu'un d'adulte, on ne parle pas. Ensuite, c'est quelqu'un de la famille, donc on ne parle pas. En plus, moi, j'avais été menacée, donc on parle encore moins. J'avais été menacée de mort. Et même de la mort, il m'avait même menacé de tuer des gens de ma famille. Oui. Donc forcément, et en fait, finalement, on se dit si quelqu'un meurt, je préférais que ce soit moi. Et puis après, le jour où on parle, évidemment, on est mort de peur, mais mais sans qu'on s'en rende compte, on est déjà en train de revenir à la vie. Il y a quelque chose qui s'ouvre à ce moment-là. On n'est plus justement dans cette dimension violente. Et le mot viol, je sais pas, j'ai jamais étudié l'origine de ce mot-là, mais en tout cas, alors si je puis dire, même si c'est très maladroit, il est très bien choisi parce que justement, il comporte toute cette part d'ombre mortuaire qu'il y a dans l'action, dans ces actions-là. Il y a quelque chose de l'ordre du deuil qui peut nous suivre toute notre vie si on n'a pas la chance d'être accompagné pour se faire soigner. Ça s'entend là, donc vraiment, moi, à vous écouter comme ça, j'entends qu'il y a un gros travail qui a été fait. En plus, j'imagine qu'il a été condamné, donc. Oui, il a été condamné. En plus, donc vous avez eu justice, qui est quand même fondamentale aussi, quand c'est possible. Oui, et ça, c'est quelque chose. Je crois qu'il y a 2 choses qui sont fondamentales pour revenir à la vie. La première, c'est libérer la parole. La deuxième, c'est la reconnaissance. Oui, toujours. Et puis l'accompagnement. L'accompagnement, je peux pas ne pas le mentionner, mais je dirais que c'est l'ultime étape qui serait, de mon point de vue, propre à chacun, parce que je pense que c'est quelque chose qui n'est pas du tout stéréotypé. Oui. Je pense que vraiment chacun peut ou doit expérimenter, peu importe la forme, mais je crois beaucoup à l'histoire des rencontres. Et parce que je viens de l'expérimenter encore à 43 ans, j'ai aujourd'hui eu la chance, sur les 2 dernières années qui viennent de passer, il y a eu une réminiscence parce que j'avais l'audace de me penser guérie, et en fait je l'étais pas. Il y avait encore des choses. Il y avait encore des choses de cette période-là. J'avais fait, en fait, après les abus, j'ai connu une période d'anorexie. J'étais une première fois en clinique où j'ai été soignée. Et puis, on m'avait permis de faire une psychanalyse. Donc, il y avait déjà une première boucle qui s'était faite. Et j'ai eu l'audace de penser que j'étais soignée parce qu'ensuite, j'avais un âge de jeune femme. J'ai mené ma vie, j'ai construit ma famille, j'ai construit ma vie professionnelle. Et puis, ma vie professionnelle, en fait, je me suis retrouvée dans un schéma où j'ai été confrontée à quelqu'un qui était aussi manipulateur, même si j'aime pas bien le terme parce qu'il devient galvaudé, mais manipulateur que la personne qui m'avait abusé, et quelqu'un qui a su se servir de mes faiblesses pour en faire sa force. Et j'ai basculé et j'étais pas guérie. Aujourd'hui, je peux le dire. Et il y a eu d'autres, et j'ai eu la chance pour le coup d'être prise en charge, d'accepter de l'être et d'être prise en charge, puis de faire un travail d'accompagnement encore avec d'autres thérapeutes, de rencontrer d'autres personnes et d'arriver à la vie pour le coup. Mais 16 à 43, ça fait un chemin. Malgré tout, j'ai conscience qu'il y a des personnes qui n'ont pas la chance de le vivre. Donc je m'estime très chanceuse aujourd'hui et c'est cette partie-là que je voulais vous porter dans cette émission. C'est vraiment bien. Vous savez ce qui vous arrive avec ce manipulateur, c'est ce que moi j'ai appelé le formatage. C'est-à-dire qu'une fois que l'enfant, parce que vous étiez une enfant, une fois que l'enfant est abusé, il est formaté et donc c'est comme si le prédateur l'amène à, comme s'il lui apprend à faire du vélo. Alors après il sait faire du vélo, il sait se faire abuser. C'est important ce que vous dites, Bruno Clavier. Restez avec nous, Delphine. On va revenir sur cette question parce que on le sait, pratiquement toutes les femmes qui tombent sur des manipulateurs sont des femmes qui ont vécu des difficultés dans l'enfance, etc. Donc on va revenir sur cette idée de formatage qui va certainement éclairer beaucoup de gens. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio.
Ça s'est passé sur Sud Radio. Sandrine Rousseau, c'était une erreur d'accueillir les Jeux Olympiques. On est loin de l'esprit des JO. C'était une erreur. Nous y sommes opposés. Paris n'était pas prêt à faire ça. Nous avons dégradé des jardins pour faire des équipements sportifs alors que nous avons absolument besoin des jardins. On va pas refaire l'histoire en permanence. Voilà, nous allons juste... je sais pas si j'irai ou pas. Sud Radio, parlons. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. En compagnie de Bruno Clavier, je rappelle le titre de ce livre, Pourquoi la psy a négligé les violences sexuelles, c'est aux éditions Payot. Delphine est avec nous, vous nous racontez un petit peu votre parcours et surtout votre parcours aussi de soins, mais on voit aussi qu'on peut plus tard retomber dans les griffes, si je puis dire, d'un prédateur. En l'occurrence là, c'était, j'imagine, sur le plan professionnel. Vous avez parlé de formatage, Bruno Clavier, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a une sorte de faille qui reste. C'est-à-dire que, surtout avec les jeunes enfants, quand il y a une violence sexuelle, l'enfant, il est, entre guillemets, vierge. Il est vierge de tout. Donc, c'est comme si tout ce qui vient des adultes, il l'apprend. Si on lui apprend à tuer, il sera tueur, peut-être. Enfin, je pense, d'ailleurs. Et si on lui apprend l'abus sexuel, il se met presque dans un costume à vie d'abuser. C'est-à-dire que, d'ailleurs, puisque souvent, en plus, là, c'est le cas de Delphine, c'est que l'agresseur revient. Donc, justement, il est en train de formater pour pouvoir... faut que ça dure. Là, Delphine nous a dit que ça a duré 4 ans. Pour que ça dure 4 ans, il faut bien qu'il puisse revenir. Pour qu'il puisse revenir, il faut qu'il ait mis l'enfant à sa portée, à sa main. Et ensuite... quand il est plus là, ça reste. Alors ça veut dire que, on le sait, c'est fait partie d'ailleurs des... Ça c'est intéressant, le rapport de la Civise dit que, quelque chose du style 2 sur 3 ou 1 sur 3, une personne abusée, donc va être abusée. Dans l'enfance, va être abusée plus tard. Bien sûr. C'est-à-dire, on va subir des violences conjugales. Maintenant, c'est évident, c'est les chiffres, quoi. Oui. Ça paraît d'ailleurs tellement évident quand on travaille un peu sur la psyché humaine. Delphine, vous avez donc repris un travail après cette manipulation sur... Alors pas encore, finalement. Ce qui est ça qui est dingue, c'est que, en fait, alors c'est ça qui est fou et ce qui est assez dingue en termes de chronicité, je dirais, par rapport à votre émission d'aujourd'hui, c'est que justement vendredi, je suis en train de re-rentrer en relation avec l'entreprise pour y remettre les pieds à mi-temps, parce que c'est la prescription de mon médecin. Et en fait, vendredi, je réalisais qu'il m'aura fallu presque 2 ans parce que j'ai été arrêtée le 17 janvier 2021. Et on va être 2022, pardon. Et on va être en 2024 l'année prochaine, 17 janvier 2022, pardon. Donc il m'aura fallu encore 2 ans. Alors je dis encore, c'est pas péjoratif, mais il m'aura bien fallu finalement 2 années pour finir de penser. Et si je peux me permettre de rejoindre ce que disait Bruno tout à l'heure, c'est que moi j'ai toute ma vie professionnelle, du moment où je suis rentrée dans cette entreprise jusqu'à ce que j'ai cette expérience, j'ai envie de dire, avec cette personne-là dans mon entourage professionnel. Et ben jusque là tout le temps on m'a demandé de travailler sur le savoir dire non. Et en entendant Bruno parler de formatage, etc., j'ai compris exactement que puisque je ne savais pas dire non, ça ne pouvait que recommencer. Et aujourd'hui, à 43 ans maintenant, avant je savais juste dire, et maintenant je sais dire non. Mais il m'aura fallu ce temps-là. Ce que je veux dire par rapport à ce que vous avez dit, c'est que déjà, il y a la première chose qui est très importante, c'est que quand il y a eu une agression sexuelle, un abus, il y a plusieurs couches. C'est pour ça qu'il faut être très prudent quand on est thérapeute, parce qu'on peut enlever une couche, puis des fois la personne dit « ça va bien maintenant ». Mais non, parce qu'il y a une couche dessus. On sait que c'est Freud qui disait ça, l'inconscient, c'est comme un millefeuille. Enfin, où il parlait de pelure d'oignon. Donc, il y a plusieurs couches, donc il y a une couche qui peut être enlevée, puis hop, il y a une autre qui peut revenir à un autre âge comme ça. Et puis ce que vous avez dit qui est très juste aussi, c'est que on a besoin de différents thérapeutes parce qu'on va pas être, vous avez dit, on n'est pas la même personne qu'une autre, et ensuite on n'est pas impacté de la même façon partout. On peut être impacté à plein de niveaux, ce qui fait que moi je recommande toujours des multithérapies pour les gens abusés. Alors pas des thérapies trop dispersées, mais d'avoir plusieurs points de vue, plusieurs façons de travailler, c'est très bien.
C'est ce que vous avez fait, je crois. Oui, c'est ce que je viens d'expérimenter là sur les 2 années passées. J'ai eu la chance d'être accompagnée par un médecin psychiatre, une psychologue et une dame qui m'a permis de retrouver le contact avec mon corps grâce à l'EMDR, voilà. Et quelqu'un qui m'a permis de me réancrer entre guillemets dans le réel. J'étais pas malade, mais vraiment de bien mettre mes 2 pieds dans la vie bien droit avec l'art-thérapie, avec la peinture. Et cette boucle, elle est intéressante. Enfin, moi, ce que j'observe aujourd'hui, c'est que ce que j'ai pu vivre dans des moments différents avec chacun des thérapeutes, c'est vraiment entre guillemets une boîte à outils, parce que il y a des moments dans des situations, alors encore personnelles mais bientôt professionnelles de ma vie, où j'arrive à faire le pont avec ce que j'ai expérimenté avec l'un ou l'autre des praticiens, et donc à trouver la réponse toute seule et à, j'ai envie de dire, marcher de façon autonome. Et ça, c'est vraiment des petits bijoux, c'est des beaux cadeaux de la vie. Et c'est pour ça que je trouve que le terme d'ancienne victime, il est très intéressant, ce terme que vous avez pris là, parce que pendant très longtemps, tant qu'on n'a pas parlé, puis qu'on n'a pas été reconnu, puis qu'on n'est pas guéri, on peut pas sortir de quelque chose. On est emprisonné dans quelque chose. Et puis un jour, il y a quelqu'un qui permet de libérer une parole, et là, la porte, elle s'ouvre et on re-rentre dans la vie. Et c'est vraiment incroyable, parce que ça peut paraître comme ça très, j'ai envie de dire, tarte à la crème, mais c'est vraiment, il y a un ancrage dans le réel qui se crée, qui fait qu'on est plus du tout la même personne, vraiment. Merci beaucoup Delphine de ce témoignage. J'ai envie juste de conclure, et ça vous fera peut-être sourire Delphine, c'est que vous êtes en vie et que vous avez pris votre envol. Voilà. Merci beaucoup. Merci Delphine. Et ça fait plaisir parce que ça montre qu'on peut sortir de ce rôle de victime, évidemment. On continue avec Séverine qui est avec nous. Bonjour Séverine. Bonjour à Bruno et à Brigitte. Écoutez, moi je vais aller, on va dire, je pense un peu dans la continuité déjà de ce que vous venez de dire, c'est que effectivement on peut sortir de ce schéma, on va dire, d'être ancienne victime, puisque c'est aussi mon cas. Et autant avant de prendre la parole, j'étais très sereine et très détendue, et en ayant écouté le témoignage de Delphine, ça m'a un peu perturbée, on va dire, et notamment fait écho là où je m'y attendais absolument pas, probablement. Donc dans la mesure où, alors j'ai été abusée à plusieurs reprises quand j'avais 7 ans. Par 2 hommes différents, alors pas à la même période, mais pas à 2 en même temps, je veux dire dans la même pièce au même moment. Et puis j'ai fait un déni complet, malheureusement, jusqu'à ce que j'ai 32 ans. Où là, un médecin... Déni, le mot n'est peut-être pas juste, parce que vous avez juste, en tant qu'enfant, mis ça de côté parce que vous n'aviez pas le choix. C'est pas comme un adulte. C'est ça, effectivement. Soyez indulgente avec vous-même, Séverine. Oui, c'est pas le bon terme, effectivement. Donc, j'ai et puis comme vous disiez à juste titre, la culpabilité qui m'a poursuivie pendant toutes ces années, ne sachant pas d'où elle provenait, puisque j'étais enfant et après adolescence, et après je suis rentrée dans ma vie d'adulte, et puis j'ai toujours mis ça au fond du placard, on va dire, jusqu'au jour où j'ai rencontré un médecin, notamment gynécologue, qui m'a réussi à me faire sortir les mots de la bouche. Et alors pourquoi c'est sorti, c'était pas prévu non plus. Donc et je viens de faire un parallèle avec justement, alors je pensais être guérie, alors j'incite, et c'est là où je voulais apporter mon témoignage, notamment pour les personnes qui ont pu connaître ça, c'est que au départ c'est, alors de ma vision, je voyais pas l'intérêt d'aller en parler, je ne voyais pas l'intérêt de faire des démarches juridiques, surtout que ça s'était passé il y a très longtemps et qu'il y avait prescription, qu'il devait y avoir prescription. Et puis pour l'avoir fait, j'avoue que, et je témoigne comme quoi ça a eu une incidence très positive sur moi-même, où j'ai travaillé longuement avec des thérapeutes et notamment psychologues essentiellement pour apprendre à déculpabiliser de ce qui m'était arrivé. Malgré tout, le chemin était très très long pour moi. Et j'avais pas forcément, je comprenais pas pourquoi. Alors est-ce que je l'ai compris aujourd'hui? Je ne sais pas. On verra les semaines et les mois qui suivent. Mais toujours est-il que je suis tombée aussi. Enfin, j'ai rencontré, on va dire plutôt, une personne avec qui j'ai fait une partie de ma vie sentimentale, et qui s'est avérée, alors où j'ai découvert aussi à ce moment-là que c'était un pervers narcissique.
dans la manipulation, et j'ai aussi notamment donc vécu des, alors c'est pas des abus, j'ai envie de dire, mais plusieurs moments où je faisais l'amour et que j'avais pas envie, en fait. Voilà, oui, c'est quand même, c'est-à-dire qu'il ne respectait pas votre nom, même s'il n'était que murmuré. Donc là, on revoit cette question de formatage. C'est le formatage, oui, bien sûr. Oui, totalement. Et j'ai jamais fait le lien, en fait, avec ce qui m'était arrivé enfant et puis cette personne, justement. Et notamment, en réfléchissant par rapport justement à ce que vous disiez juste avant, je me rends compte je prends conscience que j'ai entamé une vraie thérapie, un vrai traitement quand j'ai commencé à savoir, on va dire gentiment dire non, mais surtout à prendre un vrai traitement et un vrai suivi avec un psychologue. J'ai fait de MDR aussi, justement, et c'est là où je pense que tout le chemin s'est mis en place pour moi, pour aujourd'hui découvrir une nouvelle personne, mon corps, et puis le plaisir de la sexualité aussi, que j'avais pas du tout apprécié pendant les 20 premières années, on va dire, de ma vie de femme. C'est sans doute grâce à ça, ou à cause de ça, que votre gynécologue a su appuyer pour vous faire prendre conscience qu'il y avait eu des abus. Mais vous m'avez dit une chose, je voulais juste réagir. Vous savez qu'on a le droit de dire méchamment non quand on est face à des méchants. On n'est pas obligé de dire gentiment non. Hein, ça. Oui, c'est vrai. oui, mais bon, ça c'est le côté. Enfin, oui, effectivement, c'est encore un des côtés oui, mais je dois avoir. Je sens bien que vous avez compris ce que je voulais dire en relevant votre phrase. Mais vous êtes en chemin, encore une fois. Vous savez, c'est ce qui se passe là, ce que vient de dire Brigitte, c'est la question de l'enfant, c'est-à-dire que quand on est abusé enfant, à 7 ans, c'est tellement petit déjà, et qu'on reste un peu un enfant abusé toute sa vie. C'est pour ça que dire gentiment non, c'est encore l'enfant qui a tellement envie d'être gentil. Oui, c'est ça qui est difficile, hein, c'est que il y a la pureté, hein, à la base, il y a vraiment la gentillesse naturelle des enfants, quoi. Et puis voilà, juste je voulais vous dire aussi que le fait qu'il y ait 2 hommes différents, c'est intéressant aussi parce que ça fait partie du formatage, c'est que le premier prépare à l'autre. Je sais pas quel a été le premier, mais c'est souvent comme ça. Vous voyez, c'est comme s'il y a une répétition après. C'est-à-dire que ça, c'est quelque chose qui peut être travaillé aussi. Je ne sais pas si vous l'avez fait, mais quel est le premier et ensuite quel est le deuxième? Et en fait, le deuxième est souvent la répétition du premier. C'est un premier formatage. Oui, c'est important ce que vous dit Bruno, parce que ça veut dire que vous n'y êtes absolument pour rien. Oui. C'est le premier qui a créé, si je puis dire, la faille, et puis ensuite il y en a un autre qui s'y est engouffré, mais c'est pas vous qui avez provoqué ça parce que je ne sais quoi, voyez. Oui, tout à fait. Alors j'ai eu du mal à le comprendre et à l'accepter. Hein. J'ai culpabilisé toute ma vie pendant c'est pour ça. De nombreuses années, mais je me rends compte. Alors aujourd'hui, effectivement, c'est le témoignage. Les émissions sont vraiment au top. Et merci beaucoup, Brigitte, pour tous les contenus et tous les invités qui sont très riches. Parce que j'apprends énormément de choses et je me rends compte. Alors je pensais être totalement sortie et guérie, même si je sens qu'au fond de moi, il y a encore quelque chose et je n'arrive pas à trouver justement la piste ou la clé. C'est un long travail. Hein. Vous savez, c'est vraiment un long travail. Personnellement, je le connais pour moi-même. C'est vraiment en dizaines d'années. Désolé de le dire, mais c'est souvent comme ça. Et donc, faut de la patience et puis juste laisser venir vos aspects négatifs et les retravailler ensuite. C'est-à-dire, ils viennent. Bon, on peut pas les provoquer non plus. Mais vous voyez, tout ce que vous sentez qui n'est pas encore bien clair et tout, comme vous savez faire, vous allez le travailler avec des bons thérapeutes. Ouais. De toute façon, Séverine, vous savez, la vie, c'est un chemin durant lequel on va avancer sur soi tout au long de sa vie. Ou alors, on va de plus en plus... quand on désespère, il faut regarder derrière soi et se dire « j'ai déjà bien avancé et c'est chouette ». Voilà. Ah oui, totalement. Enfin, je désespère pas, bien au contraire, je trouve que je viens de moi, j'ai envie de dire. On l'entend, votre. Je suis ravie, franchement, du chemin que je fais, effectivement. Alors, vous pouvez. C'est pas simple, mais j'incite tout le monde à le faire malgré tout. Pas tout le monde, toutes les personnes qui sont dans des situations, on va dire similaires, hein, plus ou moins. Vraiment, il faut y aller parce que c'est autre chose aujourd'hui et je regrette absolument pas. Voilà. Donc après, je sais qu'il me reste encore du travail à faire et comme Bruno le dit, j'ai bien pris conscience que c'était long. Il suffit d'être patient et de trouver les bons thérapeutes. Voilà, c'est ça par contre.
Exactement. Oui, ça c'est vrai. Merci beaucoup Séverine, merci de votre témoignage. On va dans un instant donner la parole à un homme qui est avec nous, Frédéric, et vous pouvez vous aussi nous rejoindre au 0826 300 300. À tout de suite. Vous voulez parler à Brigitte Lahaie? 0826 300 300. Cette semaine, écoutez Sud Radio et à tout instant, ouvrez vos cadeaux en direct. Au pied du sapin, des bons d'achat d'une valeur de 75 € avec le leader du cadeau personnalisable, cadeau.com. Votre séance photo professionnelle en famille avec la shooting box, des savoureux ballotins de chocolat et de truffes avec Jeff de Bruges, des coffrets de couteaux de table de prestige aux couleurs de Sud Radio, issus des célèbres ateliers Perceval et des tonnes d'autres surprises. Pour gagner, écoutez Sud Radio tous les jours et tentez de remporter votre cadeau qui vous attend au pied du grand sapin de Noël Sud Radio. Joyeux Noël! Augmentez vos chances de gagner en vous abonnant aux réseaux sociaux de Sud Radio. Les sucrés. Cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Bruno Clavier est avec nous, psychologue clinicien. Nous parlons aujourd'hui des abus sexuels, de l'inceste également. Et je crois que c'est bien aussi qu'on donne la parole aux hommes, parce que même s'ils sont moins nombreux, malheureusement, eux aussi peuvent subir des abus. Bonjour Frédéric. Bonjour Brigitte, bonjour à votre invité Bruno Clavier. Oui, c'est un peu compliqué d'en parler, mais il y a 10 ans, j'aurais pas pu, je m'imaginais même pas pouvoir en parler en public comme je fais aujourd'hui. Voilà, Merci de prendre la parole, Frédéric. Merci à vous. Donc vous avez été, vous aviez 15 ans, c'est ça, je crois? Oui, j'avais 15 ans, j'avais une liberté totale d'aller et venir. C'est vrai que mes parents me laissaient faire du vélo, partir, revenir. Voilà, puis je me suis retrouvé dans une forêt. Et puis face à un homme qui exhibait son sexe. Et pourquoi je me suis arrêté? Pourquoi? Je sais pas. J'ai peut-être l'excitation de voir un sexe d'homme. J'ai découvert ma bisexualité à cette occasion-là, d'ailleurs. Et j'ai pris du plaisir. Et du coup, je me suis dit que c'était pas grave et que ce que j'avais vécu, c'était pas... Voilà. Normal. Ce que vous dites, Frédéric, je l'ai déjà entendu dans des confidences, d'ailleurs hors antenne. C'est le problème des hommes, souvent Bruno Clavier, qui eux vont avoir éventuellement une éjaculation, ou en tout cas, et à partir de ce moment-là, ils pensent, puisque il y a ça veut dire qu'ils ont pris du plaisir, et ça veut dire que donc qu'ils sont un peu, qu'ils sont aussi responsables. Oui, bien sûr. Tout à fait. Oui, excusez-moi, je finis parce qu'il y a le contexte. Il y a le contexte quand même qui est important. Mon papa était en fin de vie, donc j'étais sous antidépresseurs, je prenais des médicaments. Et le psy qui m'a suivi, qui m'a beaucoup accompagné, j'en ai eu trois très très bons psys, franchement, des psychiatres, pas des psychologues, pas de MDR, des consultations hebdomadaires, etc. Enfin bon, il m'a dit que je m'étais économisé entre guillemets cette problématique, parce que j'avais tellement à faire avec la fin de vie de mon père et la mort. Vous parliez de mort tout à l'heure, que c'était mortifère, et donc voilà, la boucle est bouclée, je pense, que je me suis économisé ça, quoi. Voilà. Oui, mais excusez-moi, ce que je veux dire, la question du plaisir, là, elle est de toute façon vraie pour les adolescents et les enfants, c'est-à-dire que la personne qui vient, l'agresseur, vient à un endroit où il existe du plaisir. C'est valable même pour les enfants, et puis on sait aussi qu'il y a du déclenchement du plaisir par la question de l'agression. Mais là, vu ce que vous décrivez, il se passe aussi un autre phénomène, c'est que c'est comme si vous nous dites que vous étiez consentant quelque part, or c'était un adulte. Il n'y a pas que ça, il y a eu de la violence. J'ai pris des gifles, j'ai été forcé. Ah voilà, vous avez été forcé, c'était pas Au départ, il m'a dit que tout se passerait bien si je bougeais pas, quand même. Donc c'est pas anodin. C'est quelqu'un d'inconnu que j'ai retrouvé après, parce que il habite dans le coin, et je l'ai retrouvé en version papy avec des cannes anglaises. Donc je pense qu'il doit être mort. De le recroiser, ça m'a vraiment perturbé, surtout en mode
troisième âge, quoi. Et du coup, voilà, donc il y a un psy qui m'a dit, mais non, c'est pas normal, quoi. Et pendant des années, j'ai trouvé ça normal. Oui, parce qu'il vous a fait croire que vous le vouliez, quoi. Et en non, fait, je pense que c'est moi. Moi, je pense que, comme me disait justement le psy, c'est moi qui me suis économisé un truc à gérer de plus douloureux. Parce que j'avais déjà ma dose, entre guillemets, de douleur, de deuil, de fin de vie de mon père et de mort qui s'en est suivi. C'est ce que le psy m'a renvoyé. Alors, c'est ce que le psy vous renvoie, mais j'ai pas l'impression que ça vous parle vraiment, moi. Si. D'accord. Si, parce que ça m'a parlé, mais 20 ans après. Ben voilà. 20 ans après, quand il m'a dit ça, j'ai compris. J'ai dit oui, tout s'enchaîne. Et du coup, d'accord. Sans doute, ce que voulait dire le psy, c'est que vous étiez de toute façon tellement, comment dirais-je, effondré par le fait que votre père était en train de mourir, que vous étiez donc pas apte à vous défendre, pas apte à réagir, et donc une sorte, vous avez fait comme font certaines femmes, vous êtes hypnotisé, si je puis dire, par votre bourreau. Il y a ça, mais il y a aussi le fait que ça me faisait un problème de moins à gérer aussi. Oui, enfin, voilà, disons qu'il y a aussi le fait, c'est qu'à ce moment-là, il y a la mort qui arrivait. D'après ce que vous dites, c'était la mort de votre père, et la sexualité, c'est la vie. C'est assez classique aussi qu'il y a des sortes d'excès de sexualité au moment où la mort arrive d'une façon trop forte, et je pense que c'était ça. Peut-être que votre gain, plutôt que de l'économie, peut-être ça a été une forme de gain, quoi. Alors l'excès de sexualité, c'est arrivé après. J'ai traîné dans des endroits dont je me suis sali. Voilà, comme là aussi beaucoup de gens qui ont subi ça. J'ai traîné avec des gens de 30 ans de plus que moi. J'ai changé en plus des années SIDA. Donc voilà, j'ai échappé au sida, déjà c'est bien parce que je me protégeais quand même. Oui. Mais voilà, il y a eu ça en suivant. Non, mais je crois, Frédéric, on l'entend ça. Il y a des femmes qui se prostituent parce qu'elles ont subi des abus. On sait qu'il peut y avoir un excès de sexualité comme si par l'excès de sexualité, on dit ce que j'ai vécu c'est pas très grave puisque de toute façon je suis capable de vivre plein de choses. Mais je crois que c'est important que vous moi je pense que c'est important que vous compreniez que à ce moment-là, oui, vous n'aviez pas les ressources pour réagir. Alors ça c'est sûr. Peut-être parce qu'il y avait votre père qui était très très malade, mais peut-être aussi que dans un sursaut de comment dire, c'est ce qu'appelle Bruno Clavier veut dire que il y a eu un avantage, si je puis dire, secondaire, mais qui... Un bénéfice secondaire. Oui. Si vous voulez, mais qui quelque part quand même a été plus grave que ce que vous avez l'air de penser, même si j'entends bien que vous ne minimisez absolument pas ce qui s'est passé. Mais avec le recul, parce que j'étais tellement abasourdi par la fin de vie de mon père qui a été atroce. Voilà, ça s'est très mal passé, c'était très et que je pouvais pas gérer ça, quoi. Je pense pas que je pouvais le gérer en plus. Oui, mais je comprends très bien, et c'est vrai que quand on a quelque chose de très très lourd à gérer, parfois on fait pas sa priorité. Oui. Voilà. Excusez-moi, d'après ce que vous avez dit, cet homme-là, vous l'avez pas dénoncé. Mais non. Non, c'est ça. Puisque ça s'est bien passé, entre guillemets, à part que il m'a quand même mis des gifles. Il vous a mis des gifles quand même. Oui, puis il m'a tenu la tête, il m'a forcé, mais j'ai éprouvé du plaisir, c'est ça l'horreur de l'histoire. Mais c'est ce qui se passe pour moi, tout allait bien. C'est ce qui se passe dans énormément d'agressions, et même d'agressions de petits-enfants. C'est pas parce qu'il y a du plaisir que ce n'est pas l'horreur. Mais je voulais savoir, vous n'en avez pas parlé donc publiquement. Non. Donc vous venez de je crois que vous venez de le faire. Donc ça fait partie c'est une forme de justice. On vous entend quoi. Même à des proches, il y a un ami proche, je lui dis d'écouter l'émission, puis j'en ai parlé en 2 mots, et ça va être l'occasion que Christophe il entende ça. Vous savez, c'est une forme de justice de témoigner dans l'émission de Brigitte Lahaie comme ça. Mais c'est vrai qu'après il y a eu la souillure, quoi. C'est comme au sens de Marie Douglas, je sais pas si vous voyez, la souillure, c'est-à-dire l'abandon de moi-même dans des choses. Pas la drogue. Dieu merci, je suis pas tombé dans la drogue. Dieu merci, quoi. Vraiment. Oui, mais enfin... J'avais le profil, j'avais tous les ingrédients. Frédéric, moi j'ai envie de dire bravo, parce que vous en êtes sorti. Oui, puis j'ai fait un métier en rapport avec l'accompagnement de personnes en situation
Voilà, mais je subis du harcèlement au travail. Alors là aussi, ça peut être un lien, vous voyez. Bah oui. On revient sur la question du formatage. Du formatage, même. Bon, le formatage est très fort quand c'est enfant, mais adolescent aussi, et que c'est aussi ça. La souillure, c'est d'aller retrouver malgré soi la saleté qu'on a déjà eue la première fois malgré soi. Mais moi, je crois que Frédéric, votre témoignage montre bien que quelque part, la vie, malheureusement, les épreuves de la vie, on les choisit pas, mais la vie vous a empêché d'avoir une adolescence épanouie, heureuse, et vous l'avez traversée comme vous avez pu, mais vous en avez fait quelque chose. Donc, encore une fois, c'est bien. C'est ça qu'il faut voir. C'est toujours voir le côté positif de ce qu'il a fallu qu'on traverse. Oui. Et puis en plus, vous avez eu quand même la force de trouver trois thérapeutes successifs qui étaient bons pour vous. Donc vous vouliez guérir. Merci beaucoup Frédéric de ce témoignage et merci de nous l'avoir offert en direct sur Sud Radio. Je vous propose une petite devinette. Alors j'ai choisi celle-là parce qu'elle est assez drôle évidemment. En Belgique, qu'est-ce qu'un 72 ? Je sais. La réponse ce sera tout de suite après les infos. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Nous sommes aujourd'hui avec Bruno Clavier. Nous revenons sur un sujet délicat, mais il faut l'aborder régulièrement tellement ça a un impact sur notre société, sur le plan de la santé, sur le plan du harcèlement, etc., etc. On parle donc des abus sexuels, de l'inceste. Avant l'âge de maturité sexuelle, il faut le rappeler, on est responsable de sa sexualité quand on est adulte. Tant qu'on n'est pas adulte, aucun adulte n'a le droit de nous utiliser comme un objet sexuel. Bruno Clavier, c'est Bélin qui est avec nous maintenant. Bonjour. Oui, bonjour. Merci d'être avec nous. Avec plaisir. Bonjour. Merci de libérer la parole, déjà. Merci de la prendre, vous, parce que c'est ça aussi qui est important. D'autant que vos témoignages sont différents et ça montre, l'importance du sujet. Exactement. Alors, je vous ai appelé suite à l'appel de mon mari qui m'a dit va témoigner. Donc du coup, moi je témoigne aussi pour montrer qu'il n'y a pas que les hommes qui violent. L'inceste se fait aussi par les femmes. Moi j'ai été, je suis une ancienne victime de l'inceste subi par ma tante maternelle. Qui n'est plus de ce monde. Donc quand j'ai libéré ma parole, donc ça a commencé à 5 ans et jusqu'à mes 12 ans à peu près. Et en fait, quand j'ai libéré ma parole à 30 ans, elle n'était plus là. Et je voulais préciser aussi sur l'inceste, qu'on met pas assez l'accent sur l'emprise en fait. Que les bourreaux ont sur nous, parce que moi, suite à son décès, donc elle s'est pendue. Je me suis quand même tatoué son nom sur mon corps. Donc, pour vous dire vraiment à quel point l'emprise, en fait, c'est un sujet aussi où il est un peu tabou, parce que du coup, voilà, on a l'impression que notre parole n'est pas prise. Vous avez quel âge quand elle se suicide ? Alors j'avais quel âge ? Je devais avoir 19 ans, 19-20 ans, ouais. Voilà. Est-ce que vous avez fait un travail psy par rapport à tout ça ? Oui, bien sûr. Alors moi j'ai commencé à l'âge de 30 ans. En fait, quand j'ai libéré ma parole au sein de ma famille, j'ai commencé un travail psy. Et à l'heure d'aujourd'hui, donc à 40 ans, je suis toujours en train de faire mon travail. Bon, j'ai bien évolué, j'ai bien avancé sur le cheminement, j'ai su pardonner, j'ai su comprendre. Donc j'ai fait un joli travail, mais Bélin, excusez-moi, j'ai envie quand même de revenir sur ces abus, parce que pour certains
auditeurs qui nous entendent, je suis pas sûre que ce soit si clair pour que ça. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est donc une femme adulte qui profite d'une petite fille qui a 5 ans, 6 ans, 7 ans, etc., qui la tripote, qui éventuellement introduit des doigts, etc., etc. Exactement. Exactement. Faut bien que les gens comprennent qu'une femme peut aussi abuser parce que dès qu'on introduit justement des doigts ou autre chose d'ailleurs dans le corps d'une petite fille, on la violente, c'est du viol. Voilà, donc excusez-moi, hein, je veux pas vous mettre. Oui, bien sûr, non, pas du tout, mais vous faites bien parce que non seulement je parlais de l'emprise, mais aussi notamment le viol d'une femme. C'est jamais assez bien compris. Enfin, on prend un peu ça, on minimise en fait les faits. Et alors que donc vous faites bien bien sûr d'insister là-dessus. C'est vous qui faites bien de témoigner là-dessus parce que ça existe aussi, c'est vrai, et que moi je l'ai rencontré dans les patients que je reçois, et c'est vraiment quelque chose aussi terrible, même si c'est moins majoritaire que les hommes. C'est pour ça qu'on a tendance à évoquer les hommes. Et là, est-ce que vous avez compris pourquoi vous vous êtes tatoué son nom? Oui, je l'ai compris parce que moi je viens d'une famille donc espagnole nombreuse où la famille c'est la base principale avec tous les tabous, tous les non-dits, tous les secrets qu'il peut y avoir. Et donc du coup pour moi en fait cette tante c'était la tante parfaite qui s'occupait de tous les enfants, donc elle avait pas d'enfants. Elle vivait encore chez mes grands-parents. Elle n'avait pas de petits copains. Enfin voilà, donc il y avait tout un truc autour de cette tante qui était autant malsaine que sain, parce que tout le monde lui donnait les enfants les yeux fermés, alors que voilà, derrière il y avait une hypocrisie vraiment. Et on imagine que vous n'êtes pas la seule à avoir subi tout ça. Alors voilà, moi je pense que je ne suis pas la seule. Quand j'ai raconté mon histoire à ma famille, j'ai essayé de savoir s'il y avait d'autres personnes. Certaines membres de ma famille ne sont pas prêts encore à en parler, à en témoigner. Bien sûr. Mais je suppose que je ne suis pas la seule. Et il est vraisemblable que votre tante, il lui soit arrivé quelque chose avant pour faire ça. Moi, ce que je vois dans ces familles-là, arrivé, oui, bien sûr. En général, quand les femmes commencent à faire ça, c'est qu'il y en a à tous les étages, de tous les côtés. Bien sûr. Ah oui, c'est ça. Vous savez qu'il lui est arrivé quelque chose aussi avant. Bien sûr. Oui, bien sûr. Moi, quand j'ai libéré ma parole, c'est parce que on m'a rapporté de l'inceste auprès d'un membre de ma famille, et donc du coup c'est comme ça que j'ai pu libérer ma parole. Mais dans notre famille, en tout cas, c'était vraiment c'était transgénérationnel. C'est quelque chose qui s'est passé de génération en génération. Et donc on va dire que moi, avec la libération de ma parole, j'ai pu couper tout ça. Bien sûr, mais ça remonte à des années, bien sûr, remonte à des années. Je voulais dire, à propos du tatouage, c'est aussi, moi ça me parle comme un témoignage aussi négatif, comme une dénonciation ouverte, comme si vous l'avez inconsciemment dénoncé en disant, je vais vous montrer qui m'a fait ça. Vous voyez, un peu comme... Genre de cicatrice qu'on laisse visible, de stigmate, pour dire voilà ce qu'elle m'a fait. C'est comme ça que j'explique les scarifications qui accompagnent très très souvent les violences sexuelles et les incestes. Bien sûr, parce que c'est un peu ce que vous disiez tout à l'heure. Du coup, vous parliez que les enfants, ils espèrent inconsciemment que les parents ou que les adultes voient à travers... voilà, exactement. Et moi, c'est vrai que j'étais une petite fille joyeuse, très lumineuse, et j'avais une joie de vivre et toujours le sourire. Oui. Et en fait, quand j'ai commencé à être violée par ma tante, elle m'a pas éteint ce sourire que j'avais, mais à côté de ça, j'ai commencé à avoir des problèmes de santé, j'ai commencé à plus me nourrir, j'ai commencé à il y a vraiment plein de choses, mais à côté de ça, personne ne voyait rien. Enfin, on se posait pas la question pourquoi j'étais comme ça, quoi. Qu'est-ce qui m'est arrivé? Et aujourd'hui, avec votre famille, ça va, ou est-ce qu'on vous a mis un tout petit peu à l'écart parce que vous avez parlé? Alors non, pas du tout. On ne m'a pas mise à l'écart du tout. C'est plutôt moi qui ai radicalement rayé des personnes de ma vie. Oui. Mais non, sinon ça va. J'ai été crue et comprise dès le début.
Donc, non, c'était très bien. À ce niveau-là, honnêtement, j'ai eu beaucoup de chance. Bon, bah, c'est bien. En tout cas, merci de votre témoignage qui est très fort. C'est rare qu'on entende un témoignage justement d'abus par une femme. Par une femme, mais ça existe aussi, il faut le savoir. Je sais bien. C'est pour ça que je... Pardon. Allez-y, je vous en prie, Béla. Oui, c'est pour ça que ça me tenait à cœur de témoigner. J'ai pas eu le courage, à vrai dire. C'est mon mari qui m'a motivée, mais parce que je suis sur la création d'une association, justement, parce que je suis sophrologue. Et justement, je compte créer mon association parce que je suis dans le sud-ouest et il n'y a pas d'associations, je trouve, qui sont ouvertes à tout ça. Mais vous avez raison, parce que j'ai remarqué que en tant que victime, on minimisera plutôt toujours, on aura tendance à minimiser sous prétexte que c'était une femme, alors que ça peut être parfois même plus grave. Très dévastateur. Parce que exactement. C'est quand même du maternant, hein, finalement, qui abuse et qui renverse, si je puis dire, les rôles. Merci beaucoup. Merci. Merci. Je vous en prie. Merci. J'en profite pour vous demander la réponse à ma devinette, parce que vous voyez, on a oublié. La devinette, pourquoi en Belgique, c'est ça, c'était quoi En Belgique, qu'est-ce qu'un 72 Non. Écoutez, c'est simple, c'est un 69 avec 3 mecs qui regardent. Voilà, ça c'est le 69 en Belgique. Allez, on fait une petite pause et on continue avec Charlène qui va réagir dans un instant. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Écoutez ce son. C'est celui de Grimbergen. Pour cette fin d'année, Grimbergen a imaginé un brassin de saison. Grimbergen Brassin de Noël. Une édition limitée aux fines notes de caramel et d'épices pour une harmonie de saveurs généreuses. Avec Grimbergen, Noël ne manque pas d'originalité. Grimbergen. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. Ce week-end, le e-Trophée Andros est à Val Thorens. Dernière édition du e-Trophée Andros avec Sud Radio. Retrouvez les virtuoses de la glisse pour la plus grande course sur glace du monde. Toutes les infos sur trophéandros.com. Infos, résultats et le direct des courses en live streaming sur trophéandros.com. Le e-Trophée Andros, la plus grande course sur glace au monde avec Sud Radio. Sur un magasin. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Nous continuons avec Bruno Clavier qui est avec nous, psychanalyste, psychologue, clinicien, auteur de nombreux ouvrages, notamment L'inceste ne fait pas de bruit, qui était également aux éditions Payot. Bruno Clavier, c'est Charlène qui nous rejoint. Bonjour Charlène. Bonjour Brigitte, bonjour Christian. Christian, bien vu. Bruno, pardon. C'est pas grave, j'ai l'habitude. Excusez-moi. Ah oui, oui, souvent on m'appelle Christian à cause de pas Christian le... Clavier. Ah oui, voilà, bien sûr. Qui n'est pas de ma famille, mais bon. Désolée. Non, pas de souci. Ah oui, j'avais pas fait le rapprochement avec le nom de famille, évidemment. Non, c'est Bruno que nous avons. Il vaut mieux remarquer, parce que pour parler de l'inceste, Christian Clavier, je suis pas sûre. C'est peut-être pas son truc, quoi. C'est peut-être pas vraiment son truc, j'en sais rien. Charlène, on vous écoute, allez-y. Oui, donc moi j'ai été abusée sexuellement de mes 8 ans jusqu'à mes 12 ans. Donc aujourd'hui j'ai 34 ans. Ça se passait chez mon papa. Donc en fait il s'était remarié suite au divorce avec ma maman avec une dame qui avait déjà un fils de 7 ans de plus que moi. Ouais. Voilà. Ça aussi, c'est des choses qui arrivent assez souvent, fréquent, malheureusement. Ça, c'est fréquent, Oui. Alors après, je ne sais pas ce que vous voulez. L'histoire est longue, comme toutes les Bien histoires. Sûr. Donc il avait 15 ans quand vous vous rencontrez, si je puis dire. Vous aviez 8 ans, il avait 15 ans, puisque je rajoute 7 ans à votre âge. Donc c'est un adolescent et ça dure jusqu'à ses 19 ans, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Donc en fait, c'était par épisode, tous les 15 jours quand j'allais voir mon père chez lui. Bien sûr, dans le secret, et voilà. Donc c'était affreux. En plus, la maison était en travaux, donc je me suis retrouvée à dormir dans la même chambre que lui. Ouais. Enfin bon, bref, ça a été très compliqué. Ouais, jusqu'au jour où... Ça, c'est terrible parce que du coup, j'imagine que vous avez peut-être encore du mal parfois à dormir.
J'ai psychothérapie de mes 8 ans parce qu'en fait, moi, j'en parlais à personne, mais j'avais déjà, on va dire, des troubles psychologiques ou psychosomatiques, je sais pas trop comment le qualifier. Et je le disais même pas à mon psychologue, quoi. Mais et donc vous n'en parlez évidemment pas à votre père parce que j'imagine que vous n'osez pas parce que vous pensez que ça va foutre le bordel dans la famille, si je puis dire. Mais oui. Et à votre mère, vous n'osez pas en parler non plus? Non plus, parce que je savais pas, en fait, même à 8 ans, et surtout à cette époque-là, on savait pas si c'était... On se doutait que c'était pas normal, mais on n'était pas certain. Et puis, moi, il me disait de le dire à personne, donc j'avais peur aussi des représailles. Et puis, jusqu'au jour où j'ai réussi à écrire une lettre à ma maman. Oui. En lui expliquant ce qui se passait, donc, elle était complètement choquée, mais elle m'a cru de suite. Ça a été très important pour tout le reste, en fait. Et c'est quand vous avez 12 ans que vous écrivez cette lettre? Oui. Oui, c'est ça. C'est pour ça que c'est donc pour ça que ça s'est arrêté, parce que sinon peut-être qu'il aurait continué. Oui, mais c'est ça. Et en fait, vu que je commençais à devenir une vraie jeune fille, j'avais eu mes règles et tout ça, j'avais très peur de tomber enceinte. Donc du coup, là, j'ai dit, bon, s'il arrive quelque chose, il faut que ma maman, elle soit au courant. Et bon, après, heureusement, elle a pris les devants. Elle a d'abord appelé mon père, qui a complètement refusé de le croire. Donc pour la suite, après, j'ai été complètement rejetée par lui. Et c'est aussi d'ailleurs ce qui m'a... Non seulement j'ai eu le traumatisme de l'abus sexuel, mais en plus j'ai eu le rejet. Le rejet de votre père. Ah oui, ça a été terrible. Et je crois que le rejet de mon père, j'en souffre plus aujourd'hui que les abus sexuels... Même si ça fait très mal, on arrive quand même à se reconstruire. En tout cas, émotionnellement, c'est certainement plus dur. Maintenant, sur le plan corporel, on peut pas nier l'importance de vos abus. Ce qui est intéressant dans ce que nous dit Charlène, c'est de voir à quel point, vous parliez du déni tout à l'heure, à quel point des adultes préfèrent être dans le déni parce que votre père, finalement, d'accepter que le fils de la femme qu'il aime, j'imagine, puisse avoir abusé sa propre fille, c'est quelque chose qui est insupportable pour lui. Est-ce que vous avez compris ça, que c'est pour ça qu'il vous rejette? Même si c'est insupportable qu'il vous rejette, je suis pas en train de le défendre, loin de là. Oui, bien sûr. En plus, ce qui était encore plus affligeant, parce que ma maman a décidé de porter plainte, obtenir justice. Ouais, mais à l'époque, même si on parle d'il y a 20 ans, c'était encore c'est une autre époque. Plus tabou. Ah oui, c'était une autre époque, il y a 20 ans déjà. Et même devant la juge pour enfants, mon père a répondu, quand elle lui a demandé, alors vous croyez plus votre beau-fils que votre fille, il a dit oui. Il a affirmé, donc il aurait pu quand même réfléchir, parce que vu que les délais de la justice sont très longs, il y a quand même des temps de réflexion entre deux, quoi. Donc jamais il a fait machine arrière. Et comment dire, ça s'est soldé comment alors devant le juge pour enfants, qu'est-ce qui s'est passé? Le procès, oui. Alors on est passé quand même par des confrontations avec la police, donc ça a duré au moins 5 ans. Entre 4 et 5 ans. Donc confrontation avec mon agresseur, plus encore les interrogatoires, etc. C'était très très long. Le psychologue, le gynécologue, donc à 12 ans, 13 ans, c'est super. Et tout ça, c'est ce que les gens qui nous écoutent doivent comprendre, c'est que vous avez entre 12 et 17 ans, vous avez vécu 5 ans terrible, parce qu'à chaque fois ça vous remue les choses, Ah oui, c'est ça, la reconstruction elle est longue, mais en même temps ce parcours-là en fait partie aussi, ce sont des étapes. C'est vrai. Et donc les psychologues ont rendu leur rapport et puis en fait il a été relaxé. Oui. Eh oui, parce que pour faute de preuves, mais que voulez-vous, pendant 4 ans d'abus, après le temps passe avec les délais de la justice, comment voulez-vous retrouver quoi que ce soit? Et le psychologue avait quand même noté que j'avais des soucis, comment dire, je sais pas si je peux le dire à l'antenne, mais voilà, j'avais des traumatismes, je faisais pipi au lit jusqu'à c'est ça. Rénisie, bien sûr. Mais jusqu'à quel âge?
Ben, ça a duré, en fait, ça a toujours continué, en tout cas de mes 8 ans jusqu'à quasiment mes 16 ans. Ouais, ça, et même avec le psychologue qui l'avait notifié, ça n'a pas suffi. Et pourtant, c'est un signe clinique. Je peux vous dire, je sais bien. Le pipi au lit, au-delà de... Parce qu'il y a l'énurésie commune qui est jusqu'à 9 ans, qui est transgénérationnelle à mon avis. Mais quand il y a de l'énurésie, donc du pipi au lit, au-delà des 10-11 ans, là, il faut vraiment s'inquiéter. Ça, c'est des signes cliniques que les médecins devraient connaître. Moi, ça me paraît fou qu'il ait été acquitté. En fait, pour qu'il ne soit pas acquitté, il aurait fallu quoi? Que vous ayez été à l'hôpital après un abus? Enfin, je veux dire, c'est terrible. Oui, c'est terrible. Et ça, par contre, ça vous détruit de ne pas avoir obtenu justice. Parce que ça veut dire que je n'ai pas été comprise, je n'ai pas été entendue. Et c'est là où je comprends à quel point vous pouvez en vouloir à votre père et que ça peut créer, que ce soit très douloureux la relation à votre père. Parce que là, en effet, il aurait pas été dans le déni, peut-être que... Mais j'aurais eu un deuxième soutien, en fait. Mais et puis, bien sûr. une fille avec son père, pardon, il y a un lien qui est quand même très fort. Et puis c'est le seul homme en qui j'aurais pu avoir confiance dans ma vie, en fait, même après ça. Et ça a été très dur. Donc il est resté solidaire de son beau-fils jusqu'à aujourd'hui, je dirais. Quasiment. Après, on a essayé de se revoir, mais moi, je l'en voulais tellement. Et puis lui, il comprenait tellement pas que même encore aujourd'hui, c'est très compliqué. Puis j'ai même plus envie de le voir, en fait. Donc, je pense il est toujours avec cette femme, j'imagine, avec la mère. Alors non, et en plus, ils se sont séparés. Et en plus, il a eu d'autres enfants après avec cette femme, donc des frères et sœurs de cet homme agresseur. J'avais tellement peur qu'il leur arrive quelque chose. C'était. Oui, c'est ça. Oui. Ouais. C'est dur, hein, même, vous voyez, de ne pas obtenir justice. Je crois que ça a été le point d'orgue qui... Là, il a fallu tout refaire, puis je suis tombée malade ensuite. Ça a causé de gros dégâts, quand même. Autant psychologique, autant physique. Mais bien sûr, parce que ce qu'on dit de manière comme ça générale, quand on a ce genre d'abus, ça détruit le système immunitaire. Donc ensuite, évidemment, on va plus facilement attraper tout un tas de symptômes qui vont venir par la suite. Bien sûr. Écoutez, Charlène, bon courage, continuez à avancer parce que. Oui, je vais bien aujourd'hui. Oui, mais on entend que vous êtes capable de parler avec beaucoup de lucidité. Oui, c'est la première fois. Eh bien, écoutez, merci d'autant plus. On vous a entendu, en tout cas ici, on vous a entendu, croyez-le. Mais merci pour votre écoute, et puis voilà, il faut jamais baisser les bras et on arrive à se reconstruire. J'ai 2 magnifiques filles maintenant, j'ai une vie épanouie avec... Vous leur avez parlé de tout ça à vos filles, j'espère? Non, alors la dernière est trop petite et ma grande, elle a 10 ans. Bon, alors... eh bien, je pense qu'il est... Excusez-moi, il est temps parce que faut se méfier de ça. Et si vous leur dites pas, il peut y avoir des répétitions néfastes. Transgénérationnelles. Ça, il faut vraiment qu'elles soient informées tôt ou tard, et surtout celle qui a 10 ans. Quand on approche l'âge où ça a commencé, il faut vraiment être prudent. Je tiens à vous le dire, parce que il faut que vous ayez une parole là-dessus, puis ça va leur faire du bien. Surtout que vous êtes apte à leur en parler, vu comment vous nous avez raconté tout ça avec beaucoup de lucidité. Merci beaucoup, Charlène. Merci vraiment. On fait une petite pause, Bruno Clavier, et on se retrouve dans un instant. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Ça s'est passé sur Sud Radio. Question que je vous pose, François Hollande. Est-ce que le gouvernement israélien devrait appeler à mettre fin à la colonisation? Oui. Comment voulez-vous avoir 2 États si dans l'État que vous voudriez reconnaître, l'État en l'occurrence palestinien, vous avez mité le territoire par la colonisation? Sud Radio. J'ai fait des idées de génie. Cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Nous sommes avec Bruno Clavier aujourd'hui et vous pouvez bien sûr témoigner sur ce sujet difficile, mais c'est important qu'on en parle parce que c'est aussi une manière de parler de sexualité, même si c'est une manière évidemment négative d'aborder la sexualité. Aurore est avec nous. Bonjour Aurore. Bonjour.
Merci de témoigner. C'est votre fille, je crois, qui a été abusée. Oui, tout à fait, c'est ma fille. Eh bien, déjà bravo en tant que mère de témoigner, parce que ça prouve que vous avez pris les choses comme il faut les prendre, c'est-à-dire avec une réalité juste, et je suppose. Oui. C'est difficile pour vous de témoigner, Aurore ? C'est pas simple, effectivement. Après, je le fais pour elle et pour toutes les mamans qui sont dans les mêmes conditions que moi actuellement. D'accord. Donc votre fille a quel âge aujourd'hui ? Elle a 7 ans et demi. D'accord. Donc je suppose qu'elle a été abusée avant cet âge-là ? Oui, elle n'avait pas 3 ans encore. Oui. Ça revient sur ce que vous dites souvent, Bruno Clavier, c'est qu'il y a énormément d'enfants qui sont abusés à l'âge de 2 ans et demi, 3 ans. Oui, 3, 4, 5 ans, Contrairement à ce qu'on croit. Énorme, oui. Et en plus, comme c'est l'âge de l'amnésie, ça veut donc dire que ça passe sous les radars, en fait. Puisque là, on a eu des témoignages d'abus vers 7 ans, 8 ans. En général, les personnes s'en rappellent, mais un abus à 3, 4, 5 ans, si c'est pas vu tout de suite, ça passe sous l'amnésie, quoi. Donc, elle a 7 ans aujourd'hui, elle avait 3 ans, c'était il y a 4 ans. Par qui a-t-elle été abusée, Aurore ? Son père. Par son père. Donc, vous étiez encore ensemble ou séparés ? Non, on était séparés. Séparés. Donc, quand elle allait chez son père, donc je suppose qu'un jour, elle vous l'a dit ? Oui, ça a été un peu insidieux, c'est-à-dire qu'elle avait souvent ses parties intimes qui étaient rouges, sans que je comprenne pourquoi. Et puis ensuite, elle n'a plus porté de couche. Et elle revenait donc avec des douleurs, ce genre de choses, et j'ai commencé à me questionner. Et puis un jour, elle est rentrée de chez lui d'un week-end avec ses parties intimes qui étaient complètement gonflées, rouges, sales, avec des poils. Et elle m'a dit que son père lui avait fait. Donc elle a mimé, etc. Elle en a parlé le lendemain à la nourrice. Puis elle est partie au RAM, donc le relais d'assistante maternelle. Et la pauvre n'arrivait pas à s'asseoir, pas à se mettre debout tellement elle était douloureuse. Oui. J'imagine que quand vous réalisez ça, vous êtes dévastée, je suppose. Ah, complètement. C'est tellement horrible. On a du mal à y croire, en fait. Oui, bien sûr. Bien sûr. D'abord parce qu'on peut pas, moi je ne sais pas, mais en tant que femme, on peut pas imaginer qu'un homme puisse, je vais le dire le mot, excusez-moi Aurore, mais pénétrer une petite fille de 3 ans, quoi. Oui, après il n'y a pas eu apparemment de pénétration, c'est toujours quelque chose d'externe. D'accord, mais qu'importe. Oui, de toute façon. Du coup, vous avez porté immédiatement plainte, j'imagine ? Alors oui, ça a été donc ma nourrice qui m'a informée quand elle est partie au RAM que la puéricultrice lui avait dit tout de suite d'aller signaler tout ça à la PMI. Sinon, elle le ferait d'elle-même. Oui, bien sûr. Donc moi, je l'ai rejoint. La PMI donc a fait un rapport, je ne sais plus exactement le terme, d'informations préoccupantes, oui, il me semble. La PMI m'a conseillé d'aller porter plainte, chose que je suis allée faire. Sauf que ça a commencé un petit peu à déconner, si je peux dire ça comme ça, à ce moment-là. Parce qu'on m'a dit qu'il fallait revenir l'après-midi comme la brigade des mineurs était fermée entre midi et 2. Donc je suis revenue vers 14h avec ma fille, parce que c'était quand même à elle d'expliquer, expliquer avec ses mots ce qui s'était passé. Bien sûr, oui. On a attendu jusqu'à 19h30, 20h. L'heure à laquelle on m'a dit que en fait ce serait simplement moi qui serais entendue parce que elle était trop petite. Donc elle avait attendu toute la journée au commissariat pour ne pas être entendue. Et puis elle a été convoquée 3 mois après à la brigade des mineurs. Pour cette fois-ci, pour être entendue, oui. Pour être entendue 3 mois après les faits, oui. Et j'imagine, entre le moment où vous portez plainte et ces 3 mois, elle retourne chez son père ou pas ? Non, du tout. Non, pas. Ça quand même. Il n'y avait pas de jugement qui avait été fixé. D'accord. Donc j'ai pu la garder avec moi pour la protéger. Et ensuite, alors, après, qu'est-ce qui s'est passé avec la brigade des mineurs ?
Alors, pas grand-chose, parce que ma fille n'a pas voulu parler, bien évidemment. Donc, moi, la dame, la policière m'a expliqué simplement que c'était peut-être une infection urinaire. Donc, voilà, moi, je suis infirmière, j'ai expliqué que ce n'était pas une. J'avais fait les examens nécessaires, que si ça n'avait pas été traité, elle aurait fait une septicémie, qu'elle serait morte depuis 3 mois. Que elle me dit peut-être qu'elle s'est trompée, elle a confondu, elle a peut-être voulu faire un bisou au niveau de son ventre, mais elle a dit que c'était au niveau de sa nénette. Enfin voilà, ça a été, on a complètement remis en question son témoignage. Son témoignage, tout à fait. Donc moi après, j'ai pris un avocat, on a saisi le juge des enfants, qui a ordonné donc une MJE, une lige maintenant. Ma fille avait été vue par des psychologues qui ont fait une alerte auprès du juge, auprès du JAF, pour dire qu'elle ne devait pas retourner chez son père parce qu'avec ce qu'elle leur avait dit et montré, mimé sur Poupon, il y avait danger pour elle. Sauf que le JAF n'a pas écouté les recommandations et a donné la garde classique à son père. Et donc aujourd'hui, à l'âge de 7 ans, elle retourne chez son père ? Oui, un week-end sur 2, la moitié des vacances scolaires. Alors on a été suivis pendant 3 ans après par AEMO, qui est actuellement fini, mais qui n'a pas malheureusement servi à grand-chose. Ça paraît fou, Bruno Clavier, qu'on puisse laisser, que la justice soit... Enfin, je sais que la justice, malheureusement, elle est obligée d'essayer de trancher par rapport au témoignage qu'elle a, mais le père a été entendu ? Il a été entendu, tout à fait. Et il a évidemment nié, j'imagine ? Tout à fait. Moi, excusez-moi, Aurore, j'arrive pas à comprendre. C'est tout que je n'ai pas porté plainte contre lui. Je me suis dit, j'ai porté plainte contre X parce que ça peut être n'importe qui Bien sûr, qui aurait pu la garder. Et c'est ce que j'ai expliqué. Là, on dit que la plainte est classée. Donc ça veut dire que c'est parce qu'ils sont partis du principe que c'était son père qui avait fait ça, mais si c'est pas lui l'agresseur, il y en a bien un. D'accord. Elle a eu tout un tas de troubles, elle n'allait plus à la selle, elle n'arrivait plus à uriner. Enfin, il y a quand même pas mal de signes cliniques, mais qui n'ont pas du tout été pris en compte, quoi. D'accord. Oui, moi, ce que je veux dire par rapport à ça, c'est l'immense complexité, donc je peux pas répondre autre chose que ça, des enfants petits, justement, comme ça, qui ont 3, 4, 5 ans, parce que il existe aussi des enfants qui vont, alors ce que j'appelle le déplacement. C'est-à-dire, c'est pour ça que vous avez bien fait de porter plainte contre X, parce que ça peut être déplacé, on voit ça souvent, Alors, les enfants témoignent qu'il s'est passé quelque chose, et puis vous avez des enfants aussi, ça c'est ce qu'on appelle le transgénérationnel, et c'est quelque chose qui est pris en compte. Maintenant, j'ai entendu ça dans des procès. C'est parfois des enfants qui vont dénoncer des choses qui sont survenues à leurs propres parents, par exemple, à leur mère, ou des choses comme ça. Ça fait toute la complexité du sujet. Et j'avoue que il faut qu'on avance tous là-dessus. C'est-à-dire, je pense qu'au niveau des psychologues, des policiers, des juges, des juges pour enfants, il faut qu'il y ait quelque chose qui soit développé à cet endroit-là pour qu'on soit beaucoup plus efficace et plus sûr. Vous voyez bien, vous allez au commissariat et vous dites c'est une infection urinaire, tout ça. C'est-à-dire que est-ce qu'il y a eu un examen clinique par la PMI Oui, il y a eu. Ouais. Et qu'est-ce que l'examen clinique de la PMI a conclu ? Qu'il y avait une rougeur, irritation. Oui, ce qui en soi... là, par contre, c'est vrai qu'en soi, rougeur, irritation, on ne peut pas en conclure forcément abus, c'est ça qui est complexe. Oui. Alors après, moi, j'avais vu le pédiatre justement avant ce fameux week-end, parce que ma fille m'avait quand même dit qu'il lui touchait la nénette, qu'il y avait des choses qui m'intriguaient quand même. Il m'avait dit de prendre des photos avant qu'elle n'y aille et après, dès qu'elle revient à la maison. Chose que j'avais faite et que j'ai fournie. D'accord. Donc c'est quelque chose de cyclique. À chaque fois, ça se reproduit avec la nourrice. Elle n'a jamais d'irritation, jamais de rougeur. À la maison non plus. Et c'est vraiment sur ces week-ends-là qu'elle a des troubles du comportement, que la nourrice a été entendue également, ainsi que le pédiatre qui la suivait. D'accord. Et ils ont pu, eux, attester que c'était vraiment sur ces cycles-là, quoi. Et quand elle était dans la maison avec le père, elle était seule avec lui ? Ou il y avait une femme, une autre conjointe. Il avait une nouvelle conjointe, d'accord. Est-ce qu'il y avait d'autres enfants ? Non ?
Pas toujours. Pas toujours. Mais des fois, il y avait d'autres enfants aussi? Il y avait un petit garçon. Elle avait un petit garçon, oui. D'accord. Ce que voulait dire Bruno Clavier, c'est qu'en fait, là, pour qu'il y ait eu un non-lieu, si je puis dire, c'est parce que c'est peut-être pas le père, hein, c'est ça que vous voulez dire. C'est peut-être, oui, c'est ça. Que tout le monde comprenne bien, excusez-moi. C'est-à-dire qu'il faut comprendre, on se plaint de la justice, mais il faut pas qu'elle fasse non plus d'erreurs judiciaires. C'est ça qui est complexe. Il faut en même temps sauver les enfants, et en même temps, il faut pas accuser d'office. Et le problème des enfants, c'est qu'ils peuvent dire un certain nombre de choses, et parfois, c'est soit ce qu'on appelle un déplacement, c'est-à-dire on a vu des faits divers comme ça. Là, j'ai vraiment en tête un fait divers d'un pauvre instit qui a été accusé à la place du père, et puis on s'est aperçu 3 mois après qu'il est fait de la prison, que c'était le père. Donc faut comprendre que la justice est obligée à ce moment-là de prendre des précautions. Prudente, mais vu le phénomène de l'ampleur des violences sexuelles, il faut qu'il y ait beaucoup plus de travail qui soit fait maintenant pour être plus efficace dans ce domaine-là, pour avoir des donnes beaucoup plus efficaces. Et là, dans ce cas précis, on voit bien que c'est parce qu'il y a une insuffisance générale qui est sur le fait que avant on pensait que ça n'existait pas. Donc c'est pour ça qu'on n'est pas trop prêt pour ça encore aujourd'hui. Oui, et c'est là où votre témoignage, Aurore, est essentiel, parce que ça montre bien que qu'il faut qu'on avance, parce que de toute façon, votre fille a subi des choses qui ne sont pas normales, donc bon, d'accord, on ne sait pas, mais enfin quand même, et puis c'est tellement difficile pour vous, ce parcours que vous avez traversé, et pour elle aussi, évidemment. Oui, puis je veux dire, il n'y a pas de suivi pour elle. C'est-à-dire que au-delà de la MO qui s'est terminée... Oui, j'entends bien. Mais là, ça pourrait être intéressant. Est-ce qu'elle voit un psychologue en ce moment ou pas? Alors, elle a suivi. Elle a eu une psychologue. D'accord. Mais on m'avait dit au niveau de la MO d'arrêter. Oui. Parce que ça multipliait les interlocuteurs pour elle. Okay. Et ça pouvait faire trop. D'accord. Parce que de toutes les façons, par un travail tôt ou tard psychologique, la vérité sera au moins acquise pour elle. Vous voyez, je pense que dans un travail psychologique à plus ou moins long terme, ou à la limite plus tard adulte, elle pourra vraiment savoir ce qui s'est passé, parce qu'on le sait, il y a des vraies traces dans l'inconscient, c'est ça que je veux dire. Oui, c'est bien, oui. Merci Aurore de votre témoignage, et j'ai envie de dire, écoutez, soyez forte pour elle, mais pour vous aussi évidemment, parce que c'est pas facile. On fait une petite pause, et puis il est déjà l'heure de conclure. C'est Marlène qui va prendre la parole. Vous voulez parler à Brigitte Lahaie? 0826 300. Cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Et nous arrivons en fin d'émission, Bruno Clavier. Il est vrai qu'il y a encore beaucoup de travail à faire dans cette société pour qu'on avance sur tous les abus sexuels des très jeunes enfants. Donc j'espère que cette émission continuera à faire son petit travail. C'est l'histoire du colibri. Chacun fait ce qu'il peut. Voilà. Marlène, bonjour. Bonjour Brigitte, bonjour Bruno. Bonjour. Merci de me prendre à l'antenne, et merci surtout pour tout ce que vous faites, parce qu'en fait j'étais en train de me dire que à chaque émission c'est comme une forme de thérapie en fait, de vous écouter, et que c'est surtout de rentrer en résonance des témoignages les uns avec les autres. Et parfois il y a un mot, c'est un peu comme les mythes en fait, je dirais, parce que j'aime beaucoup l'astrologie, et par rapport aux mythes, où parfois c'est un mot qui va cheminer en nous et ça va débloquer. Il y a le mot formatage qui m'a beaucoup fait écho, et j'ai compris certaines choses, notamment où je me suis dit, avec mon mari, ou mon nouveau mari, on va dire, avec qui je suis depuis 12 ans maintenant, il y a eu beaucoup, c'est très compliqué les relations sexuelles ces derniers temps. Et en fait, il me disait, mais pourquoi au départ t'étais pas comme ça? Et c'est vrai qu'au départ, en fait, je répondais à toutes ces demandes. Et qui n'était pas moi, par exemple, parce que pour lui, la sexualité a une très grande place, c'est même plus important que tout. Bien sûr, je me retrouve avec Lion Verseau, et en fait, alors que pour moi c'est une difficulté, et pour lui la sexualité est un jeu, et pour moi pas du tout. Et au départ, donc, je répondais à ses demandes, et là c'est plus possible. Mon corps, de toute façon, il dit non. Et j'ai plus envie de ça.
Et il me disait mais pourquoi? Et en fait, je me suis dit, et je lui dis, tu vois, c'est ce que j'arrivais pas à t'exprimer, c'est que quand j'étais petite, en fait, donc j'ai vécu l'inceste avec mon grand-père paternel, donc ça a dû commencer un peu avant 5 ans, et c'est avec le témoignage aussi du monsieur qui disait qu'il avait pris du plaisir, et je pense que moi aussi, petite, j'ai pris du plaisir, et que je pensais qu'en fait c'était ça aussi aimer, quoi. Oui, c'est ça. Que lui prenait soin de moi, et en plus, parce qu'après, c'est dur de le dire, c'est la première fois que je le dis ça. Quand j'étais petite dans ma chambre, donc je devais avoir 5 ans et demi, je me souviens très bien, et à la fois quand je revois les scènes, c'est comme si je me voyais d'en haut quand ça se passait, et je me disais, mais en fait, t'es pas une gentille petite fille, t'es pas bien. J'avais un poupon, et je me masturbais avec le poupon, en fait. Oui. Oui. Et j'ai dit à mon mari, tu vois, parce que pour moi, je suis obligée de dire oui à l'autre et de lui faire plaisir pour pouvoir être aimée, sinon j'ai peur que tu me quittes, en fait. Tout à fait. Et je lui dis, mais maintenant je veux plus de ça, si tu m'aimes, tu m'aimes pour qui je suis, sinon je préfère qu'on arrête tout, quoi, parce que je me détruis, en fait. Et dernièrement, en plus, avec mon père, donc j'en avais parlé à mes 5 ans, quand c'est arrivé. Moi, je m'en souviens pas, hein. C'est mon père qui en a parlé à ma sœur. Vous voulez dire que vous en avez parlé à votre père quand vous aviez 5 ans, mais que vous ne vous souvenez pas de lui avoir dit, mais lui, évidemment, s'en souvient puisque c'était un adulte. D'accord. Ouais. Et que je lui avais dit, papa, j'aime pas ce qui me fait papy, et que donc il était allé parler à son père, et que son père lui avait dit, en Espagne on fait comme ça, c'est la tradition, mais bon, puisque tu n'es pas d'accord, j'arrêterai. Sauf que ça a continué. En plus. Et mon père, donc moi j'ai eu le sentiment du coup après de ne pas être entendue, et quand je lui en ai parlé là au mois de septembre, parce que j'avais entendu une thérapie de Charles Pépin en fait sur le passé qui disait qu'on pouvait reconvoquer le passé, que le cerveau ne fait pas la différence entre la réalité et la fiction, et que donc on pouvait se remettre dans la scène du passé, faire intervenir une personne de confiance, et que cette personne de confiance dise ce qu'elle avait à dire à l'agresseur, en fait, par exemple, et que donc comme ça venait mettre une nouvelle expérience sur le traumatisme du passé. Comme le cerveau ne faisait pas la différence entre le passé et le présent, ça permettait de passer à autre chose. Donc j'ai appelé mon père et je lui dis, viens, on essaye. Il me dit, non, j'aurais rien d'autre à dire de toute façon. Et je changerai pas ce qui s'est passé. Je dis, mais papa, enfin. Je dis, tu vois ton père, je suis sur ses genoux, qui me tripote, tu lui dis non, tu n'as pas le droit de faire ça, plus jamais tu toucheras à elle, à son corps, je te l'interdis, quoi. Oui. Et il me dit non. Et en fait, j'ai compris, en fait, surtout hier soir, c'est drôle, les coïncidences et synchronicités, mais il n'y a pas de hasard, n'est-ce pas? Oui. Il était totalement en fait dans le déni, et que pour lui, c'était la sidération, et je préférais être à ma place d'avoir subi, plutôt qu'à la place, comme tout à l'heure, du témoignage en fait de la maman qui est face à son enfant et qui se sent impuissante en fait, ou d'être comme mon père dans le déni, ou ma mère qui m'a pas cru à mes 14 ans, parce que j'ai frôlé la mort par anorexie, mais on disait non, elle m'avait dit c'est toi, t'as un problème avec ton corps. Vous avez tellement raison, Marlène, parce qu'au moins vous avez votre vie en main et vous avancez. Et vous avancez bien. Vous savez, je crois que c'est important de le dire, parce qu'on a beaucoup parlé du déni durant ces 2 heures. Le déni, ça fait quand même, certes au départ ça protège, mais ça fait aussi des ravages. Je pense que c'est pire que tout, en fait, de ne pas être cru, entendu. Excusez-moi, vous avez suivi des thérapies par rapport à tout ça? Oui, beaucoup, oui, c'est ça, d'accord. Et différentes thérapies. Bien sûr, et je pense que là, ce dont j'ai besoin, parce que j'ai beaucoup de problèmes à mon bassin. Donc j'ai des maladies auto-immunes et j'ai un gros problème avec mon bassin. Et là justement c'est une sage-femme qui me suit avec, ça s'appelle la TK thérapie, enfin c'est des ondes chaudes qu'on envoie. Et elle me dit mais tout votre bassin est complètement fermé, quoi. Ouais. Et je le sens en fait par les ondes chaudes où c'est comme si mon bassin il respirait de nouveau et mes douleurs donc ça atténue. Mais en fait aujourd'hui je crois que la thérapie que j'ai besoin c'est de passer par le corps et des massages. Mais je ne peux faire qu'avec une femme. Oui, bien sûr, il faut passer par le corps. Peut-être que vous pouvez travailler, puisque vous avez l'air d'être ouverte à l'astrologie, peut-être travailler aussi sur le symbolisme des 2 chakras, les 2 premiers chakras. Racine. Les 2 premiers.
alors le premier, les deux, parce que le problème dans le bassin, c'est qu'il y a une fermeture, un blocage. Mais c'est toujours pareil, c'est que pour lever ce blocage, il faut aller dans l'émotionnel pour ne plus avoir peur de tout ce que vous avez enduré et toutes les émotions qui vont. Je pense qu'il y a eu des pénétrations avec le doigt parce que c'est quelque chose qui est impossible. Mais mon corps, en fait, le corps, il parle vraiment, quoi. Bien sûr. Quand rien que le dire, là, je sens déjà les frustrations dans le bassin. Et à la fois mélanger une certaine excitation. C'est très pervers et ambivalent en fait. Je pense que l'ambivalence aussi, c'est ce qui nous accompagne. Oui, mais l'ambivalence, elle vient de l'inceste. Et l'inceste, il faut jamais oublier, vous en avez parlé, c'est la question de l'amour. C'est que vous l'aimiez, votre grand-père, comme tous les enfants, ils adorent leur grand-père. Et il vous fait du mal, et donc ça veut dire que il est en train de vous détruire, et en même temps vous l'aimez, et en même temps vous allez le haïr. C'est ça l'ambivalence, mais l'ambivalence elle est pas intrinsèque, elle vient parce qu'il y a un acte impossible qui oblige à une ambivalence, puisque on continue à l'aimer, son grand-père, alors qu'il est en train de nous tuer, quoi. Vous voyez ? Et c'est pour ça que je vous parlais du travail, parce qu'il y a encore des choses, quand vous dites sur cette question du plaisir que vous voyez d'en haut, tout ça, c'est que automatiquement il y a la culpabilité qui vient avec, et que tout ça, ça doit être vraiment encore peut-être travaillé pour que... parce que c'est par rapport à votre homme là, et ça serait intéressant presque qu'il écoute l'émission pour qu'il comprenne. C'est-à-dire moi, c'est quelque chose dont je peux témoigner. Il y a beaucoup de femmes comme ça, et malheureusement, au moment où elles avancent dans leur thérapie, elles ne peuvent plus faire ce qu'elles faisaient avant. Ça, il faut que les hommes comprennent et qu'ils aient de la patience. Et si vous continuez à travailler, il va y avoir une nouvelle femme qui va venir. Il faut lui promettre une nouvelle femme, mais que pour l'instant c'est un peu dur. Il faut qu'il arrive à le comprendre, ça. Oui, vous êtes sur le chemin et vous avez déjà bien avancé, Marlène, et continuez. Et merci de ce témoignage. Merci à tous. Marlène a dit que grâce à l'émission, elle avance. Moi, je voulais juste dire que grâce à vous, Bruno Clavier, grâce au témoignage qu'on entend, moi aussi j'avance. On avance tous, on essaye de faire avancer l'affaire. Et plus on sera nombreux à avancer, plus peut-être un jour on améliorera l'humanité. Avec des beaux témoignages à chaque fois. Voilà. Merci beaucoup, Bruno Clavier. Voilà, merci. À bientôt. À bientôt. Merci à tous. Tout de suite, vous retrouvez Alexandre Delovan. Et puis demain, on sera avec Philippe Renaud, on verra l'importance de la sexualité dans une histoire d'amour, justement. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. On en parle.